donner quand même quelques notions spécifiques à l'arrêt cardiaque chez le plongeur. Alors là aussi, si vous regardez un petit peu les données de la littérature, vous verrez qu'on vous explique que certaines études, grandes études faites notamment par les légistes ou des enquêtes qui ont été faites par le DAN évoquent comme principale cause de décès la noyade. En réalité, on verra que le tableau est beaucoup plus complexe et on a la chance, nous, depuis maintenant 15 ans, de travailler en étroite collaboration avec la gendarmerie maritime, et on a mis en place une filière pour comprendre les causes de décès, qui consiste à mettre en alerte dès la prise en charge initiale par le médecin urgentiste le médecin hyperbariste via la gendarmerie maritime, qui est généralement alerté dès qu'il y a un accident grave en mer. Nous, on est en préalerte lorsqu'il y a un massage cardiaque sur un bateau de plongée. Généralement, malheureusement, le massage cardiaque se termine par la constatation d'un décès. On travaille donc avec l'urgentiste dans la première phase pour recueillir le maximum d'informations sur les circonstances de plongée, mais également sur les gestes qui ont été accomplis par les équipes de secours. Ces gestes qui sont essentiels dans le cas de la réanimation, mais qui peuvent impacter la compréhension des causes de décès. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ces données-là. Et si vous prenez en charge un arrêt cardiaque chez un plongeur, n'hésitez pas à nous donner le maximum d'informations sur ce que vous avez fait. Très vite, on va extraire le corps pour faire un scanner précoce. Et là, idéalement, il faut essayer de faire un scanner dans les 3 heures qui suivent pour pouvoir objectiver notamment des séquestres gazeux. Et je vous en reparlerai pour vous faire comprendre l'importance d'avoir ce scanner très, très précoce, puisqu'on sait qu'un corps immergé, généralement, va dégazer en post-mortem de façon importante, et que lorsque le légiste intervient, généralement 24 à 48 heures après, il y a énormément de gaz. Et malheureusement, souvent par méconnaissance, le médecin légiste a tendance à assimiler ce gaz à la cause du décès. Or, ce gaz est souvent produit en post-mortem, et l'intérêt de faire un scanner précoce permet d'éviter d'être artefacté par l'apparition de ce gaz secondaire. Dans cette filière, nous, on met systématiquement le médecin hyperbare également comme référent, parce que ce médecin hyperbare va recueillir déjà les circonstances de la plongée, quelquefois à traiter également en préventif le binôme, et puis il va extraire également le profil de plongée, ce qui permet également de guider le médecin légiste peut-être sur une autopsie plus ciblée. Et puis également, ce médecin hyperbare va intégrer une composante technique liée à un problème de matériel qui va être expertisé par un expert technique. Donc, avec toutes ces infos, en fait, on arrive. Faut savoir que la médecine légale souvent complète avec une analyse toxicologique et de l'anapathe. On fait également une analyse de gaz dans les bouteilles du gaz contenu dans les bouteilles. Donc, avec tout ça, on arrive à optimiser la compréhension des causes de décès. Et si on regarde un petit peu une série qu'on avait publiée en 2017, suite à quasiment une centaine de décès expertisés, on se rend compte que la principale cause de décès en plongée, c'est pas la noyade, mais c'est l'œdème pulmonaire d'immersion. Cet œdème pulmonaire d'immersion qui est dramatique, parce que souvent il survient sur un cœur pathologique. Et vous verrez que ce fait doit vous inciter à être extrêmement prudent lorsque vous délivrez une aptitude professionnelle ou un certificat d'absence de contre-indication chez des patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, parce que c'est probablement ce qui fait la gravité des œdèmes pulmonaires et ce qui entraîne la première cause de décès chez les plongeurs. On verra qu'on a également de la noyade, 25% des cas. Alors, actuellement, on est quasiment à 60% d'œdème pulmonaire. La noyade a diminué par 2. Les surpressions pulmonaires ont quasiment disparu depuis qu'on a supprimé la remontée sans embout. Donc, la cause cardiaque, elle reste prépondérante.
La noyade, c'est tout le temps de la noyade secondaire suite à des problèmes techniques, problèmes de matériel, problèmes de narcose, problèmes de comportement. Et puis après, on a les embolies gazeuses d'origine barotraumatique, principalement sur remontée sans embout, éventuellement sur des paniques ou sur des problèmes de matériel. Et puis, on a un peu de traumato, plaie paralyse, traumatisme contre rocher. Voilà, donc ça, c'est le panel. Néanmoins, vous allez voir que les choses sont souvent complexes, puisque je vous ai dit que la première cause d'arrêt cardiaque en plongée, c'est l'œdème pulmonaire sur cardiopathie préexistante. En réalité, si on regarde un petit peu, et je vous ai pris un profil type de décès en plongée, là vous avez un type donc, qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, qui fait une première plongée dans l'eau froide, après une interruption très longue de plongée, donc pas de plongée de réacclimatation. Il recommence la plongée dans le cadre d'une formation pour un niveau 2, pour un niveau 3, pardon. Et donc, il commence d'entrer avec des exercices d'assistance qui sont assez anxiogènes, avec des efforts. Là, il se sent pas très bien, il se sent essoufflé, et puis il va perdre connaissance et il va être remonté en surface par son binôme, par son encadrant, et en surface, il est en arrêt cardiaque. Bon, je m'excuse pour les photos, mais c'est important quand même d'être un peu préparé à cela. C'est l'aspect assez typique, hein. Donc, vous avez un plongeur en surface qui a une spume très importante avec une hémorragie qui se mélange à cette spume, notamment au niveau du masque. Lorsque vous récupérez votre plongeur, il est toujours comme ça. Et la plupart du temps, vous aurez très très peu d'informations sur ce qui s'est passé sous l'eau. Vous aurez un ordinateur qui est bloqué en mode SOS parce qu'il y a une remontée rapide. L'orientation diagnostique, elle va être compliquée. On va vous parler de remontée panique, donc vous allez vous dire, mais est-ce qu'il y a une surpression pulmonaire? Est-ce qu'il a fait un malaise sur le fond? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, finalement, la plupart du temps, on va se dire, OK, il est en surface, il est en arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, il semblerait qu'il soit la conséquence d'une perte de connaissance sur le fond. Cette perte de connaissance sur le fond, souvent associée à un arrêt ventilatoire, nécessite une remontée rapide vers la surface. S'il y a une remontée rapide vers la surface, il y a peut-être un barotraumatisme thoracique associé et un accident de désaturation, puisqu'il n'a pas respecté ses paliers. Mais qu'est-ce qui a engendré cette perte de connaissance? Donc, pneumothorax éventuellement compressif, ce qui veut dire que, donc, excusez-moi, hein, donc je vous ai dit en surface, il est en arrêt, il a fait une remontée rapide, donc il faudra se dire que cet arrêt peut être compliqué d'un pneumothorax compressif, donc il y a peut-être une indication d'exsufflation, et peut être compliqué d'un accident de désaturation. Donc, si on le récupère, il faut faire attention, il sera probablement avec un dégazage massif qui nécessitera une recompression thérapeutique. Mais qu'est-ce qui a entraîné une perte de connaissance sur le fond? La plupart du temps, c'est un œdème pulmonaire d'immersion qui est survenu sur une cardiopathie préexistante. Donc, c'est un poumon qui est œdémacié avec une cardiopathie sous-jacente qui peut être à l'origine d'un trouble du rythme cardiaque. Donc, on partira d'un principe, je m'excuse, je ne suis pas très clair, c'est la fatigue qui fait son effet. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que je vous ai dit que la principale cause, c'était l'accident cardiaque, œdème pulmonaire, surcardiopathie congénitale ou cardiopathie préexistante, qui entraîne une perte de connaissance sous l'eau qui nécessite une remontée panique. La perte de connaissance sous l'eau peut se compliquer d'une noyade, effectivement, mais peut aussi se compliquer d'une surpression pulmonaire et ou d'un accident de désaturation. Donc, on partira d'un principe qu'un plongeur en arrêt cardiaque en surface, c'est un accident cardiaque, plus ou moins noyé, avec un pneumothorax et un dégazage massif. D'accord? De là, vous allez pouvoir ainsi adapter votre stratégie de prise en charge de l'arrêt cardiaque chez le plongeur. Si la principale cause, c'est un œdème pulmonaire d'immersion plus ou moins noyé, on le prend en charge comme un noyé, c'est-à-dire 5 insufflations. Si je suis dans l'eau,
loin d'un support, je peux éventuellement essayer de faire des insufflations. Alors, bouche à bouche, c'est compliqué. Puis, quand vous allez tourner la tête dans l'eau, il va inhaler de l'eau. Donc, généralement, on laisse la bouche fermée. On enlève le masque et on souffle dans le nez. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois pour essayer de faire repartir la ventilation. Si ça ventile pas, on tracte vers un support pour pouvoir commencer une réanimation. Alors, vous avez vu toute la spume qu'il y a. Bien évidemment, si vous êtes à proximité d'un support, n'allez pas vous mettre en danger à insuffler. Vous sortez de l'eau et vous sortez votre bavure et vous commencez à le ballonner sur le bateau. On insuffle, on comprime une réanimation de base et on met au plus vite si on a accès à un défibrillateur ou si on nous projette, parce qu'il y a beaucoup de supports institutionnels qui ont des défibrillateurs à bord de leur bateau, vous allez récupérer le défibrillateur, le mettre en place et effectuer un choc électrique s'il est recommandé dans les conditions que je vous ai citées tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que cet accident cardiaque survenait sur une cardiopathie préexistante qui souvent est à l'origine d'un trouble du rythme. Alors, est-ce que c'est le trouble du rythme qui a causé la défaillance cardiaque ou est-ce que c'est la défaillance cardiaque qui cause le trouble du rythme ? À la limite, c'est pas votre problème. Vous avez commencé par insuffler puisqu'il y avait un poumon qui était inondé. Vous essayez de mettre en place votre DSA au plus vite pour avoir un choc électrique précoce. Et puis, vous vous rappelez qu'il va falloir peut-être accomplir des gestes un peu plus invasifs, d'où l'importance d'une médicalisation la plus rapide possible. Cette médicalisation, pour être rapide, vecteur héliporté, c'est généralement 30 minutes, éventuellement vecteur nautique. Mais en réalité, vous verrez que cette médicalisation, quelquefois, elle va être compromise par les conditions à bord du navire ou également par les conditions météo. Alors, je pense que là, on va voir si peut-être un problème de réseau. Je vous montrerai là aussi les vidéos, on les commentera peut-être lors des mises en situation, mais cette vidéo, elle vous montre la prise en charge d'un arrêt cardiaque à bord d'un navire dans des conditions météorologiques très dégradées, où on se rend compte que la plus-value médicale, finalement, elle a été très, très limitée, quoi. Et que par conséquent, quelquefois, il faut accepter, si vous êtes projeté, d'aller sur une prise en charge sur site très, très dégradée, avec des alternatives à l'intubation, voire donc type ITLSD ou masque laryngé, voire des systèmes comme l'EasyCPR, qui est un tout petit ventilateur qui vous permet de ballonner un plongeur avec un système qui vous permet de garantir une étanchéité, de contrôler vos volumes insufflés et puis surtout de pouvoir éviter de pousser trop de gaz lorsque vous ballonnez votre patient avec un bavus grâce à une valve de surpression. Donc, c'est comme un bavus, mais ça vous permet d'être beaucoup plus étanche, beaucoup plus calé. Avec la petite gâchette, vous allez déclencher le volume adapté. Et puis, bien évidemment, lorsqu'il est intubé, vous pouvez le prendre en ventilation contrôlée. Je vous reparlerai de ce petit respirateur qui est l'EasyCPR, qui permet de ballonner de façon optimum votre patient, qui permet éventuellement de faire une ventilation contrôlée, mais qui vous permet aussi de faire une oxygénation à la demande chez un patient vigile. Et je pense que ce petit respi, il est vraiment très, très intéressant pour la prise en charge d'un accident de plongée en situation d'éloignement. On protège les voies aériennes, donc avec éventuellement une alternative à l'intubation. C'est souvent complexe, même si vous avez l'habitude d'intuber très très rapidement le plongeur sur un bateau. Donc, n'hésitez pas à aller sur des alternatives. Idem pour l'abord vasculaire. Il ne faut pas perdre du temps à essayer d'avoir un abord vasculaire si c'est compliqué. Passer à l'intra-osseuse. Et puis, il faut les extraire, quitte à avoir un massage cardiaque de moins bonne qualité. Mais ce massage cardiaque, vous pouvez l'optimiser avec une table automassante. Alors là aussi, ces tables ont été extrêmement décriées en environnement terrestre, en milieu périlleux et en environnement nautique.
elles peuvent vous permettre d'accepter une extraction un petit peu en mode dégradé pour aller à terre, pour faire une réanimation de meilleure qualité. Donc tout ça pour vous dire que on est de plus en plus en train de réfléchir sur des stratégies d'extraction. Alors soit c'est une extraction sauvage avec les secouristes ou l'encadrant qui ramène à terre pour faire jonction à terre, soit on a affaire à des équipes spécialisées, médicalisées ou pas, où là on peut très bien avoir l'alternative à l'intubation de la table automassante, voire un abord vasculaire type intra-osseuse. Et puis quelquefois on n'a pas grand-chose, donc on rentre à terre. Si le médecin est sur place, il est peut-être intéressant également de se poser la question d'une exsufflation précoce, voire à l'aveugle lorsqu'il y a un échec à la réanimation cardio-pulmonaire. En tout cas, c'était une tendance qui a été renforcée un peu par les stratégies militaires, mais qui nous pose un peu souci, puisque nous, sur la centaine de décès en plongée, où effectivement on était tous très inquiets par des surpressions pulmonaires avec pneumothorax compressif, échec à la réanimation lié à l'absence de drainage, en réalité, on se rend compte que nos plongeurs décédés, sur les 90 qu'on a expertisés, 4 ont été exsufflés ou drainés. Tous ont été exsufflés ou drainés en intraparenchymateux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'indication. C'est pas pour autant que ça a compromis la réanimation, hein. Et là, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire une exsufflation. On le reverra sur les pneumothorax compressifs, c'est toujours aérique. C'est vraiment la composante hémodynamique qui prédomine. Donc, s'il y a un doute, on fait une exsufflation à l'aiguille. Le drain, je pense pas que ce soit indispensable. Par contre, vous pouvez faire une exsufflation en antérieur, soit parce que vous êtes orienté, il y a un emphysème majeur, il y a une absence de ventilation d'un hémithorax, ou vous avez accès à une écho précoce. Après, l'auscultation, vous verrez, elle est quasiment impossible dans ces circonstances-là. Souvent, vous n'entendez pas, ça ventile pas, mais ça peut être aussi un œdème massif. Enfin, c'est très compliqué. Donc, si vous avez un doute, faites-le. Certains proposent de faire au moins une exsufflation droite dans le cadre de l'échec à une réanimation bien conduite pour essayer de désengorger un peu et améliorer le remplissage cardiaque en évoquant éventuellement une compression sur le système cave. En réalité, je vous dis, ne vous terrorisez pas avec ça, faites une réanimation de qualité, ventilez, comprimez, ventilez, faites un choc électrique, ça sera déjà énorme, ramenez à la terre, et puis si vous avez un doute, faites cette exsufflation, mais je vous dis, la plupart du temps, sur nos décès, on n'a jamais retrouvé de pneumothorax non drainé. Aller à la terre, hein, je vous l'ai dit, hein, lorsqu'on regarde un peu nos délais, le délai d'intervention d'entourage est très précoce, donc ils sont en capacité de faire des gestes élémentaires de survie. Les premiers secours, donc type secouriste, arrivent généralement dans les 25 minutes qui suivent le déclenchement de l'alerte, et l'équipe médicale en moyenne dans les 40 minutes qui suivent le déclenchement de l'alerte. Donc vous voyez bien que l'équipe médicale, elle arrive un peu dans un délai très 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 long, et donc il faut toujours réfléchir sur une jonction à terre, quitte à extraire rapidement le plongeur dans des conditions peut-être pas optimum, mais pour lui permettre d'avoir une équipe médicale qui puisse travailler le plus tôt possible dans des conditions optimales. Une fois qu'on a l'équipe médicale, qu'on a donc sécurisé les voies aériennes, fait éventuellement un choc électrique, éliminé une indication d'exsufflation, la question est de se dire, OK, la RCP est inefficace, est-ce que j'ai pas intérêt à faire une recompression de sauvetage, y compris lorsque l'ACR persiste? Alors là, c'est un vrai questionnement. On sait que la cause principale, c'est effectivement un accident cardiaque, donc probablement il n'y a pas de raison à ce que la recompression l'améliore. Néanmoins, cet accident cardiaque peut être compliqué d'embolie gazeuse d'origine barotraumatique ou de dégazage massif lié à un non-respect des procédures. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Peut-être, à condition que ça ne compromette pas la réanimation spécialisée. Donc, si vous avez un déchocage à côté, vous avez peut-être intérêt à stabiliser votre patient au déchocage, l'explorer correctement, faire un scanner thoracique, éliminer un pneumothorax compressif.
Si par contre vous êtes en situation d'éloignement extrême, que vous n'avez pas un plateau technique, vous pouvez éventuellement proposer une recompression de sauvetage, tout en sachant qu'il faut faire extrêmement attention parce que la personne qui va masser va être également en danger puisqu'elle va faire un effort intense prolongé sous pression. Et donc, il va falloir sécuriser cet intervenant en proposant un relais régulier. Donc, généralement, ce qu'on propose, c'est que si on est en situation d'éloignement extrême, on peut tenter une recompression de sauvetage, mais il faut avoir un relais de cette personne. Et généralement, on va recomprimer le plongeur à 18 mètres sous oxygène. On va se donner quelques minutes pour voir s'il y a une reprise d'activité. S'il n'y a pas de reprise d'activité, ça sera un arrêt de la réanimation. Si vous êtes sur un plateau technique où il y a un déchocage, vous pouvez éventuellement, effectivement, après le déchocage, proposer une recompression, y compris lorsque le patient est toujours en arrêt cardiaque. Si jamais l'arrêt cardiaque est récupéré, c'est là où il faut être extrêmement attentif, c'est que dès que le patient est stabilisé, il faut le recomprimer de toute façon parce que vous avez souvent une erreur de procédure associée. Donc, s'il n'y a pas de prise de risque, même si vous avez récupéré une activité, dites-vous bien que vous pouvez avoir l'accident de désaturation surajouté. N'oubliez pas l'entourage, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans ce cas-là, l'entourage est mis sous oxygène, réhydraté, transféré. On a eu, nous, il y a quelques années, une succession d'accidents sur l'entourage de personnes, d'accidents gravissimes de plongée. L'entourage généralement gérait la phase initiale, la réanimation, avait fait l'assistance sous l'eau. Et lorsqu'ils sortaient de l'eau, que les secours prenaient le relais, généralement, ils étaient tellement sidérés par la situation qu'ils n'osaient rien dire et qu'ils rentraient chez eux. Et quelques heures après, ils présentaient des troubles neurologiques graves liés au fait qu'ils n'avaient pas respecté leur procédure de décompression. D'accord? Donc, par habitude, maintenant, sur les arrêts cardiaques, nous, le binôme, il est systématiquement mis sous oxygène et extrait. D'accord? Alors après, pour vous, quand vous serez sur des îles très éloignées, effectivement, on vérifiera est-ce qu'il y a vraiment erreur de procédure ou pas. S'il n'y a pas d'erreur de procédure, c'est une simple surveillance sous oxygène. S'il y a une erreur de procédure, généralement, on va le rapatrier proche d'un caisson. Malheureusement, pour la personne qui est en arrêt cardiaque, quasiment systématiquement, ça se termine par un décès. Et là, on a tendance à interrompre notre prise en charge en disant bah, c'est plus notre affaire, c'est l'affaire de l'officier de police judiciaire, du légiste. En réalité, vous avez encore un rôle à jouer parce que on est dans une recherche de cause de décès, on est dans un décès survenu en situation en environnement extrême et donc vous avez une obligation, c'est de ramener ce corps en lieu sûr et puis peut-être aussi participer à la compréhension des causes de décès pour éviter d'incriminer à tort l'entourage. Et pour éviter l'incriminer à tort, la réalisation d'un scanner très précoce permet d'objectiver la présence de gaz, d'objectiver des lésions pulmonaires, d'objectiver des diagnostics différentiels comme des AVC hémorragiques. Et ça, si vous n'avez pas ce scanner précoce, malheureusement, vous allez avoir une autopsie qui va être énormément artefactée par des modifications post-mortem. Et quand le légiste découvre du gaz dans le cerveau, généralement, il se souvient d'un seul type d'accident, c'est l'accident de désaturation. Et donc, si en plus de ça, on lui dit que le plongeur est remonté très rapidement et que c'est l'encadrant qui l'a remonté très vite, la plupart du temps, il va estimer que si l'encadrant n'a pas respecté les vitesses de remontée, c'est pour ça qu'il y a un dégazage massif et c'est pour ça que le plongeur est décédé. Et donc, le responsable, c'est l'encadrant. Et c'est très ennuyeux parce que l'encadrant, la plupart du temps, il n'a fait qu'essayer de sauver son stagiaire tout en mettant en danger sa sécurité puisqu'il est remonté très vite. Et la plupart du temps, on se rend compte que l'origine du problème, il est lié à un problème médical qui est souvent le fait d'un plongeur qui n'a pas voulu avouer une cardiopathie sous-jacente ou une hypertension artérielle non traitée. Donc les responsabilités, elles peuvent être très vite modifiées par toute cette démarche médico-légale. Donc le scanner précoce, si vous pouvez le faire, soit parce que le plongeur est arrivé aux urgences et qu'il est en arrêt cardiaque, bah vous faites le scanner immédiat, soit s'il est sur le terrain, vous le ramenez et c'est une hélice corps entier simple.
dans certains centres, hein, nous on fait un prélèvement intracardiaque, mais ça reste quand même très 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 spécifique et pas indispensable. Faites au moins un scanner. Ce scanner, idéalement, il doit être fait dans les 4 heures, notamment lorsque la plongée a été une plongée à plus de 30 mètres ou plongée avec palier, donc des plongées saturantes. Pourquoi? Parce que votre organisme va relarguer du gaz en post-mortem. Et je vous ai mis la cinétique de gaz chez un plongeur décédé. Vous voyez qu'à 3 heures, il n'y a strictement aucun gaz en intracérébral. À 12 heures, vous avez quasiment une artériographie gazeuse. D'accord? Et ces études, on les avait, ces délais de prise en charge scanographique, on les avait objectivés par des études animales et des études chez le plongeur décédé. D'accord? Donc, moins de 4 heures, vous savez que s'il y a du gaz, c'est directement en lien avec l'accident. Au-delà de 4 heures, si vous ne pouvez pas avoir un scanner plus précoce, nous, on pourra interpréter en fonction du type de plongée, en fonction du type d'accident, dire, écoute, s'il y a du gaz, ton scanner a été fait tardivement, ça peut être de l'artefact, mais ça peut être aussi la cause de décès, ou non, t'inquiète pas, même si tu n'es pas dans un délai très précoce, le gaz que tu vois sur le scanner, c'est uniquement de l'artefact. Donc, ça vaut le coup. Ça simplifie en plus les conditions d'autopsie, puisque si vous n'avez pas accès à une imagerie, il faut faire une autopsie corps immergé pour objectiver la présence de gaz dans les cavités, notamment cardiaques. Donc, c'est souvent très compliqué et très peu sensible. Et puis, je vous dis, quelquefois sur le scanner, vous allez découvrir une image, et là, on voyait un kyste pulmonaire qui était à l'origine d'une embolie gazeuse cérébrale, qui était cause du décès. Et ce kyste, malheureusement, on n'aurait pas eu le scanner, on l'aurait probablement pas trouvé à l'autopsie. Or là, on a pu faire une dissection fine et objectiver l'origine de ce kyste. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est, OK, arrêt cardiaque, phase initiale, je ventile en priorité, puis je mâche, je comprime, je fais éventuellement un choc électrique, j'élimine un pneumothorax qui nécessiterait une exsufflation et je ramène à la terre le plus vite possible pour optimiser la prise en charge. Et je discute éventuellement une recompression de sauvetage. S'il décède, je fais un scanner précoce et j'informe rapidement l'équipe, l'hyperbariste et le légiste pour faciliter un peu la compréhension des causes de décès. Alors, il y a des fois où vous verrez que la récupération, elle va être tardive. Et on part d'un principe que nous, lorsqu'un plongeur est resté plus d'1 heure sous l'eau sans possibilité de ventiler, on est au-delà d'un prompt secours. Si on est au-delà d'un prompt secours, on demande à ce que le corps soit laissé au fond et soit délimité par les équipes de sapeurs-pompiers ou de gendarmerie maritime pour que les constatations soient faites sur le fond. Si par contre, on est dans un délai de moins d'1 heure, on demande à l'équipe qui intervient de rester dans le cadre d'un prompt secours, d'extraire le corps au plus vite et de débuter une réanimation cardio-pulmonaire. Et après, on laissera la liberté aux médecins de décider ou pas l'arrêt de la réanimation cardio-pulmonaire. Si l'eau est à moins de 6 degrés, donc ça c'est valable pour des personnes qui sont passées à travers la glace ou des plongeurs qui faisaient de la plongée sous glace, notre notion de prompt secours passe à 2 heures. C'est-à-dire que moins de 2 heures, un corps qui est sous la glace, moins de 2 heures, c'est du prompt secours, on le sort. Si on est au-delà, on est dans du judiciaire, donc on laisse le corps au fond. Et là aussi, je vous présenterai 1 ou 2 cas où c'est essentiel de respecter ça pour éviter de modifier un petit peu la scène de crime, la situation, puisque la remontée du corps va entraîner des modifications sur le corps, mais également sur le matériel. Donc, c'est des notions importantes puisque vous pouvez être amené à intervenir et à être conseil sur la gestion d'une récupération un peu tardive d'un plongeur. Bah, si on sait que c'est moins d'1 heure, on ne se pose pas de questions, on le sort et on le réanime. Si on est au-delà d'1 heure, il faut laisser le corps au fond, le localiser, prendre de l'image et attendre les consignes de l'officier de police judiciaire pour savoir s'il projette des plongeurs de la gendarmerie ou s'il demande aux sapeurs-pompiers de faire les constatations.
Voilà, j'ai terminé. Ce que je veux que vous reteniez sur l'arrêt cardiaque, c'est que pour vous, un petit peu comme tout à l'heure sur l'accident de plongée, un plongeur qui n'est pas en détresse, on fait toujours la même chose. Il n'est pas en détresse, je l'oxygène, je l'hydrate, je le sèche, et puis je l'oriente vers le plateau technique adapté. Un plongeur en arrêt cardiaque, je pars d'un principe que c'est un accident cardiaque. Donc, il va falloir, avec un poumon qui est œdémacié, potentiellement noyé, donc on commence par la ventilation, on masse en ventile, on choque. Il a peut-être un pneumothorax compressible, donc on évalue la nécessité ou pas de faire une exsufflation. Et puis, par-dessus, tout, il y a une erreur de procédure avec un risque de dégazage massif. Éventuellement, on discute une recompression de sauvetage qui soit en arrêt cardiaque réfractaire ou qui soit avec une reprise d'activité. Mais dans ce cas-là, on va essayer de limiter les conséquences de l'erreur de procédure qui s'est surajoutée. Et puis, si malheureusement ça se termine mal, on n'oublie pas dans tous les cas le binôme qui doit être recomprimé à des fins préventives s'il n'a pas respecté les paliers. Et on n'oublie pas de participer à la prise en charge médico-légale en garantissant si possible une extraction rapide du corps et un scanner précoce, idéalement en moins de 4 heures. Est-ce que vous avez des questions? Ça nous est arrivé de déclencher une CUMP, ça fait sourire pour des accidents de plongée, des arrêts cardiaques. Dites-vous bien que sur un bateau, vous avez généralement les copains, la famille, que la phase initiale, vous avez vu, le corps n'est pas toujours très agréable à voir. La réanimation se passe sous les yeux de l'entourage, donc c'est important de prendre en charge le reste des palanquets à l'arrivée à terre, et puis également prendre en charge le binôme, voir les équipes de secouristes. On a été très surpris, nous, par les plongeurs de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers qui ont souvent tendance à très mal vivre ces moments-là, alors qu'ils sont habitués à avoir des choses assez gore dans d'autres contextes. Mais le plongeur qui récupère un plongeur décédé, c'est souvent très, très compliqué. Et je vous ferai visualiser une intervention qu'on avait faite. On avait récupéré 2 plongeurs décédés. Vous verrez que c'est très, très lugubre et qu'il faut vraiment, en tant que médecin ou infirmier, ne pas oublier de prendre en charge cette composante psychologique au décours de l'accident mortel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Là aussi, je vous présenterai quelques cas cliniques pour illustrer bien ces situations. Vous verrez que c'est toujours à peu près le même contexte, mais que avec ces algorithmes de prise en charge, généralement, vous arriverez à vous dépatouiller assez bien, même si l'orientation diagnostique est souvent un petit peu compliquée à obtenir dans les premiers moments. Je vais m'arrêter là. Je vous propose qu'on se retrouve pour vous en fin d'après-midi. Moi, je reprendrai donc sur le cours sur les barotraumatismes. Alors, il y aura un peu des redites avec ce qu'on avait évoqué lors du premier séminaire, mais ces redites, vous verrez, elles sont nécessaires. Elles vous permettront de maîtriser parfaitement bien l'accident barotraumatique. Et puis après, ça sera Jean-Éric qui vous parlera des accidents de désaturation.